Alors on passe à la deuxième partie, l'analyse de protocoles. Alors lors de synthèse organique, de nombreux paramètres sont à prendre en considération afin d'obtenir des produits purs avec un bon rendement en toute sécurité et à moindre coût. Pour cela, il faut connaître différentes techniques expérimentales, savoir analyser des protocoles de synthèse organique. Donc le but, ça va être de savoir comment optimiser une étape de synthèse organique. Alors, premier point, les espèces chimiques mises en jeu. Donc un protocole décrit les espèces chimiques, réactifs, solvants, catalyseurs à introduire, leurs quantités respectives. Les réactifs peuvent être introduits ou non dans les proportions stoichiométriques. Il faut parfois calculer les quantités de matière à partir de volumes de masse. Donc là, il va falloir se servir de la masse volumique. Si les espèces à introduire sont solides, on va vous donner les masses à peser. Donc là, calculer les quantités de matière, vous divisez par la masse molaire. Par contre, si vous devez introduire des liquides, on va vous donner les volumes de réactifs ou de catalyseurs à introduire. Donc là, il va falloir, en vous servant de la masse volumique, calculer la masse correspondante, puis après vous divisez par la masse molaire pour avoir la quantité de matière de réactifs introduite. Alors, il faut pouvoir distinguer les réactifs du catalyseur qui est introduit en petite quantité par rapport aux autres espèces chimiques. Donc le catalyseur est écrit en général au-dessus de la flèche dans l'équation chimique de la réaction. Donc on a vu que le catalyseur il était régénéré à la fin de la transformation chimique. Donc en fait on le retrouve dans le même état et en même quantité à l'état final qu'à l'état initial, donc il n'apparaît pas dans l'équation. Mais comme la transformation ne se fait qu'en présence de ce catalyseur, on va le mettre sur la flèche pour indiquer que voilà, la transformation se fait si le catalyseur est présent. Alors, le solvant est introduit en très grande quantité par rapport aux autres espèces chimiques. Il se trouve à l'état liquide et permet de solubiliser les réactifs, donc ce qui va favoriser leur rencontre, et donc ils vont réagir plus facilement. Alors attention, un solvant peut être aussi un réactif dans certaines réactions. C'est ce qu'on avait vu quand on avait étudié la solvolyse du chlorure de thiorbutyle, où l'eau était le solvant, et pourtant c'était aussi un des réactifs. Alors deuxième point, le choix des paramètres expérimentaux. Donc voici quelques paramètres expérimentaux, la pression, la température, la nature du solvant, le pH, la durée de la réaction, la présence ou non de catalyseur. Donc ces paramètres vont permettre d'atteindre l'état final plus vite ou de le modifier. Donc dans le but d'obtenir un meilleur rendement. Donc premier point, on va voir comment on modifie la vitesse de formation d'un produit. Donc là, on ne va pas modifier l'état final, on va simplement se débrouiller pour arriver plus vite à cet état final. Donc on va jouer sur les facteurs cinétiques qu'on a vus dans un chapitre précédent. Donc on peut chauffer le mélange réactionnel en utilisant un montage à reflux. Donc ça on en avait déjà parlé dans le chapitre précédent. Donc là c'est le facteur cinétique température. On peut augmenter la concentration des réactifs. Donc ça on a vu que c'était aussi un facteur cinétique. Utiliser un catalyseur. Choisir un solvant adapté. Donc le solvant va permettre de mieux solubiliser les réactifs et ou de favoriser la formation de produits ou d'intermédiaires réactionnels. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on avait vu, si vous avez des produits ou des intermédiaires réactionnels qui vont être, je sais pas, par exemple des espèces chargées ou polaires, l'utiliser un solvant qui va être lui-même polaire va favoriser leur formation. Donc ça c'est pour changer la vitesse à laquelle on va atteindre l'état final. Mais on peut aussi modifier l'état final. Si j'ai une transformation qui est limitée, va avoir un rendement qui sera faible, on va voir qu'il y a différentes techniques qui vont permettre d'augmenter ce rendement. Donc on peut introduire l'un des réactifs en excès ou éliminer du mélange réactionnel un des produits afin de déplacer l'équilibre chimique dans le sens de la formation du produit. Donc on a vu que le quotient de réaction il va tendre vers K, il va augmenter pour atteindre K si mon système évolue dans le sens direct, donc celui de la formation des produits et de la consommation des réactifs. Donc si je mets un des réactifs en large excès, en fait sa concentration sera très élevée, du coup mon quotient de réaction sera faible, et donc pour atteindre l'état d'équilibre, en fait je vais devoir augmenter les concentrations des produits. Vu que là je vais avoir au dénominateur une grandeur qui va être très importante, au numérateur je vais devoir avoir une grandeur très importante également. Donc ça va jouer dans le sens de la formation
des produits. De la même façon, si j'élimine un des produits au fur et à mesure de sa formation, sa concentration elle va être égale à 0, ce qui fait que mon système va constamment évoluer de façon à augmenter le QR pour atteindre K. Et donc on va consommer les réactifs et fabriquer le produit. Donc introduire un réactif en excès ou éliminer un produit du mélange réactionnel, ça a pour but en fait de diminuer le quotient de réaction, ce qui fait que le système va évoluer dans le sens direct. Et donc ça va augmenter le rendement puisque je vais produire plus de produits que si je ne faisais pas ça. Alors le pH peut influer sur la solubilité des réactifs, la vitesse de réaction ou provoquer des réactions parasites. Donc la durée de la réaction doit parfois être fixée afin d'avoir une attente raisonnable si la réaction est très longue. Alors, troisième point, le montage d'une synthèse organique, donc c'est le chauffage à reflux. Donc il permet d'augmenter la température du système chimique tout en évitant les pertes par vaporisation. Le rendement de la synthèse organique est meilleur avec ce dispositif. Alors c'est surtout que ça va plus vite. L'agitation du mélange réactionnel en utilisant la pierre ponce dans le ballon ou un agitateur magnétique avec un barreau aimanté. Donc ça va permettre d'homogénéiser le mélange et la température. Donc les réactifs vont se rencontrer plus facilement dans le milieu. Donc au niveau du montage à reflux, donc le principe, on augmente la vitesse de la réaction parce qu'on chauffe davantage, donc ça c'est le facteur cinétique, température, sauf que mes réactifs et même les produits vont avoir tendance à se vaporiser et pourraient quitter le ballon. Donc pour éviter ça, on place au-dessus du ballon un réfrigérant, alors ça peut être un réfrigérant à eau ou à air. Les vapeurs montent dans le réfrigérant, au contact des parois froides, elles se condensent et retombent dans le ballon. Ce qui fait qu'à l'extrémité ouverte du réfrigérant, j'ai rien qui ne s'échappe. Le réfrigérant, on fait rentrer l'eau par le bas du réfrigérant, elle ressort par le haut, de façon à ce que le réfrigérant se remplisse complètement d'eau. Si vous vous trompez que vous essayez de remplir le réfrigérant par le haut, en fait l'eau elle va tomber tout de suite et ressortir, ce qui fait que vous n'arriverez pas à remplir votre réfrigérant de toute façon. Donc il faut toujours le remplir par le bas. Alors le traitement du mélange réactionnel, donc une fois la transformation terminée, le mélange réactionnel doit être traité pour isoler le produit désiré. Il peut rester des réactifs, on peut avoir fabriqué deux produits à la fois et il n'y en a qu'un seul qui nous intéresse. Donc il va falloir maintenant se débrouiller pour isoler le produit, la molécule qui nous intéresse. Donc si le produit d'intérêt est liquide, on peut réaliser une extraction par solvant avec une ampoule à décanter. Cette méthode utilise la différence de solubilité du produit à extraire dans deux solvants non miscibles. Cette méthode permet soit le lavage de la phase organique si les impuretés, c'est-à-dire les réactifs non consommés et des produits non souhaités, sont solubles en phase aqueuse, soit l'extraction du produit recherché d'une phase aqueuse. Donc en fait l'idée c'est que les impuretés et le produit d'intérêt vont avoir des solubilités différentes dans les deux phases, donc soit la phase aqueuse, soit la phase organique. Donc si mon produit il est soluble dans un solvant organique alors que les impuretés sont très peu solubles mais vont être très solubles dans la phase aqueuse, on va utiliser dans l'ampoule à décanter comme solvant de l'eau et ce solvant organique. Le produit d'intérêt va migrer dans une phase, les impuretés dans l'autre, et on va pouvoir les séparer. Alors, si le produit d'intérêt est soluble dans un solvant organique, alors on peut le séparer de ce solvant par évaporation. Donc le solvant va pouvoir être recyclé ensuite. Alors pour ça, on utilise un évaporateur rotatif. Alors, on va voir un petit peu comment ça marche. Donc dans cette partie-là, on a vu un espèce de serpentin. En fait, c'est un réfrigérant à eau. Donc, on fait circuler de l'eau à l'intérieur. Donc, il va pouvoir condenser les vapeurs de solvant. On a un autre circuit d'eau qui est en fait une trompe à eau qui va créer un vide à l'intérieur du dispositif.
En fait, le fait d'abaisser la pression, ça baisse la température d'évaporation du solvant. Donc il y aura moins besoin de le chauffer. Donc voilà, là il montre que ça crée un vide à l'intérieur du dispositif. Donc dans le ballon, on va voir le solvant avec le produit d'intérêt. Voilà, on le place ici. Alors avec le vide, ça tient tout seul. Enfin, on met quand même un petit clip pour sécuriser tout ça. Et ensuite, on abaisse l'ensemble dans un bain-marie pour augmenter la température et vaporiser le solvant. Donc le solvant à l'état de vapeur va s'élever dans le dispositif au contact du serpentin dans lequel on a la circulation d'eau froide. Ces vapeurs vont se condenser et en fait elles vont retomber dans ce deuxième ballon, ce qui fait que en fait, le solvant va pouvoir être réutilisé. Alors, parfois la phase organique contient le produit d'intérêt et quelques traces d'eau, donc il va falloir sécher cette phase organique. Donc pour ça, on va rajouter des cristaux de sulfate de magnésium anhydre. Donc anhydre, ça veut dire sans eau, ils sont complètement déshydratés. Et au contact de l'eau, en fait, ils vont s'hydrater, ils vont absorber l'eau présente dans la phase organique, tout en restant à l'état solide. Donc ensuite on pourra les séparer la phase organique asséchée de ces cristaux par filtration. Alors justement, si le produit d'intérêt est solide, on va pouvoir réaliser une filtration simple ou une filtration sous vide, filtration avec un Büchner. Donc c'est ce qu'on a, le schéma qu'on a là, la filtration sur Büchner. Donc on a la trompe à eau. En fait, le passage de l'eau à grande vitesse va créer une dépression qui va aspirer l'air dans la fiole, donc sous le papier filtre. Et donc la pression atmosphérique plus forte au-dessus que dans la fiole va pousser l'eau à travers le papier filtre. Ce qui fait qu'on réalise des filtrations bien plus rapidement qu'avec une filtration classique où c'est simplement la gravité qui fait passer l'eau à travers le papier filtre. Donc à l'issue de ces traitements, le produit d'intérêt est donc séparé du mélange réactionnel, mais la grande question c'est est-ce qu'il est pur pour autant ?